L'éducation est l'une des variables les plus importantes à prendre en compte pour déterminer la réussite économique d'une entité. Que ce soit à l'échelle individuelle, régionale ou nationale, les pays dépourvus de richesses naturelles, aux positions géographiques défavorables, voire au statut géopolitique instable, peuvent surpasser ceux qui bénéficient de ces avantages simplement car leur population est mieux éduquée. Cependant, en économie, il est possible qu'une bonne chose devienne une faiblesse lorsqu'elle est trop présente. En effet, dans certains pays du monde, l'éducation pourrait aller trop loin et coûter trop cher pour générer des résultats économiques positifs. À l'échelle individuelle, il est évident qu'il ne s'agit pas uniquement de considérer les rendements économiques. Les personnes recherchent des niveaux d'éducation plus élevés parce qu'elles s'intéressent à des sujets spécifiques, et cela est tout à fait légitime. Mais à l'échelle nationale, lorsque des éléments tels que la participation à la main-d'œuvre, les inadéquations des compétences et la dette étudiante deviennent des fardeaux économiques majeurs, il est important de reconnaître que plus n'est pas nécessairement mieux. Trouver le bon équilibre sera donc difficile, surtout à mesure que de nouvelles technologies modifient constamment les compétences demandées par l'économie, et cela sans même prendre en compte des variables telles que la migration qualifiée qui peut ajouter ou soustraire rapidement des compétences au marché du travail. Si les économies peuvent prospérer ou périr en fonction des compétences de leur population, il est crucial de faire les choses correctement, même si cela est réellement difficile. Pour ce faire, ou du moins pour avoir la meilleure chance d'y parvenir, nous devrons obtenir les réponses à quelques questions importantes. Ainsi, nos économies modernes sont-elles en train de devenir suréduquées ? Si c'est le cas, quelles seraient les conséquences du fait de trop abuser d'une bonne chose ? Et enfin, que peut-on faire pour ralentir ou inverser cette tendance ? L'économie est l'étude de la manière dont les individus interagissent avec des biens de valeur. Bien que cela puisse sembler assez simple, il est difficile de prédire les actions et les réactions de ces derniers. C'est pourquoi, même 4 ans plus tard, nous avons toujours de nouvelles théories et concepts à partager avec vous chaque semaine. L'une des questions les plus importantes auxquelles les économistes doivent répondre pour cette étude est celle de savoir comment déterminer la valeur du bien ou du service avec lesquels les individus interagissent. Les différentes écoles de pensée économique adoptent des approches différentes pour trouver cette valeur. L'une des premières tentatives des économistes pour attribuer une valeur aux choses est apparue avant même que ces derniers ne soient connus sous ce nom. La théorie de la valeur travail attribue la valeur économique d'un bien ou d'un service en fonction de la quantité de travail nécessaire pour le produire. Une voiture coûte plus cher qu'un morceau d'acier car une voiture nécessite plus de travail, dans l'ensemble, pour être produite. Un ordinateur par exemple qui est très coûteux mais dont la production ne nécessite pas autant d'heures de travail s'explique par cette théorie. Le capital ou les moyens de production nécessaires à la fabrication d'un produit aussi perfectionné et avancé ont également nécessité beaucoup de travail, de recherche et de main-d'œuvre en amont. Ainsi, même si un ordinateur portable ne prend que 2 heures de travail pour être produit du début à la fin, il aura plus de valeur que 4 heures de jardinage en raison de toutes ces heures de travail investies dans la production du capital qui a finalement permis de fabriquer ce dernier. Cela englobe les mines qui ont extrait les matériaux rares, les usines de plusieurs milliards de dollars qui ont produit le processeur, les immenses navires qui ont transporté toutes les pièces à travers le monde. La plupart des interprétations de cette théorie notent également que tout le travail n'est pas équivalent. Le jardinier qui passe 4 heures à tondre des pelouses possède des compétences bien plus répandues que celles des physiciens quantiques concevant la prochaine génération de fabriques de puces en silicium aux Pays-Bas. La valeur du travail devient plus élevée grâce à l'éducation et cela est assez évident dans le monde qui nous entoure. Les économies avec un faible taux d'alphabétisation où la majorité de la main-d'œuvre se compose de simples ouvriers ou agriculteurs sont presque exclusivement des pays à faible revenu, malgré les avantages liés aux ressources naturelles. Les pays qui proposent une éducation de base permettant à leur population de travailler en produisant de la valeur ajoutée ou dans des services simples qui impliquent la lecture et l'écriture réussissent toujours mieux. Enfin, les économies avancées le deviennent car elles fournissent à leur population l'éducation et les ressources nécessaires pour développer des produits et des technologies de classe mondiale, ce qui ajoute de la valeur au-delà des frontières du pays. Les téléphones d'Apple et Samsung sont produits en Chine et en Inde, à partir de composants fabriqués dans des dizaines de pays et de ressources extraites dans des dizaines d'autres pays. Ils sont ensuite transportés dans le monde entier à bord de navires néerlandais avec des équipages philippins pour être finalement vendus dans des centaines de pays. Toutefois, ce sont les États-Unis et la Corée du Sud qui bénéficient le plus de l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement car ce sont les pays qui ont rassemblé suffisamment de personnes ayant le savoir-faire et la matière grise nécessaire pour produire ces produits demandés dans le monde entier. Ainsi, selon la théorie de la valeur travail, la valeur du travail est le produit de la quantité de travail nécessaire à l'éducation. En d'autres termes, il ne faut pas beaucoup d'heures de travail pour éduquer quelqu'un au niveau de base, mais il en faut davantage pour lui donner une bonne compréhension d'un domaine technique, et encore plus pour qu'il devienne un leader mondial avec un doctorat en recherche de pointe.
Chaque étape rend le travail plus précieux, et en regardant de manière générale le monde d'aujourd'hui, cela se vérifie. Des populations plus éduquées contribuent à des économies plus prospères, donc une suréducation ne sera jamais un problème, du moins selon cette théorie. La théorie de la valeur travail a peut-être été initialement développée par des économistes précoces tels que Adam Smith et David Ricardo, mais elle a été rendue célèbre par Karl Marx qui a accordé une grande importance au travail. La théorie de la valeur travail fonctionne très bien en l'absence de marché libre, car elle peut être utilisée par les économistes pour surveiller l'activité économique même lorsqu'il n'y a pas de transactions régulières, et bien sûr elle s'inscrit parfaitement dans les arguments généraux valorisant le travail d'une population. Les raisons pour lesquelles le communisme appelle les travailleurs à saisir les moyens de production est que les 10 moyens de production ne sont qu'une autre façon d'appeler le capital et que le capital a été construit grâce au travail. Ainsi, quelqu'un qui tire profit de la propriété du capital sans fournir de travail lui-même, comme un propriétaire d'usine par exemple, revient à voler le travail d'autrui simplement avec plus d'étapes. L'importance du travail et de la valorisation de ce dernier explique pourquoi l'Union soviétique, malgré toutes ses imperfections, disposait d'une population très bien éduquée qui était capable de rivaliser avec les scientifiques et les ingénieurs de l'Occident, voire dans de nombreux cas de les surpasser, compte tenu des ressources dont ils disposaient. Bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but d'inciter les travailleurs du monde à se révolter, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour le moment, mais nous avons une vidéo à ce sujet qui arrive bientôt. Donc je vous conseille de vous abonner pour ne pas la manquer. Pour l'instant, la théorie de la valeur travail n'est qu'une échelle, un barème parmi d'autres, que nous pouvons utiliser pour déterminer le niveau optimal d'éducation et elle présente quelques problèmes. La théorie de la valeur travail n'est pas largement acceptée par les économistes aujourd'hui et alors même qu'Adam Smith en parlait il y a 250 ans, il avait ajouté une mise en garde à propos du fait que ce système ne fonctionne que dans une société primitive. En effet, dans les économies avancées, la valeur d'échange d'un bien ou d'un service est également déterminée par le profit réalisé par les propriétaires du capital, ainsi que les terres nécessaires pour le produire. Par la suite, d'autres économistes ont également pris en compte d'autres facteurs tels que l'anticipation de la valeur future, le prestige d'un objet et son utilité. Dans les économies de marché hautement sophistiquées, nous voyons cela tout le temps. Une carte Pokémon Dracofeu, en parfait état, n'a pratiquement nécessité aucune ressource ni aucun travail humain pour être produite, mais elle a néanmoins une valeur d'échange plus élevée que l'ordinateur portable mentionné précédemment. Car c'est un objet de collection prestigieux, certaines personnes ou spéculateurs pensent qu'il pourrait valoir encore plus à l'avenir. Elles sont donc prêtes à payer beaucoup pour l'obtenir maintenant. L'utilité est également importante. Dans la plupart des cas, un ordinateur portable a une valeur d'échange plus élevée qu'un trou de 20 mètres de profondeur dans le sol. Car à moins que vous ne creusiez un métro ou un parking souterrain, un tel trou n'a pas vraiment beaucoup d'utilité, même s'il nécessiterait plus d'heures de travail pour être réalisé. La théorie subjective de la valeur dit essentiellement qu'un objet vaut ce que les gens sont prêts à payer pour l'obtenir. Mais lorsqu'il s'agit d'éducation, cette valeur est encore un peu plus compliquée à déterminer. La valeur de l'éducation est-elle donc uniquement basée sur le montant que quelqu'un est prêt à payer pour un diplôme? Est-elle basée sur le montant que le marché du travail est prêt à payer à quelqu'un possédant ce même diplôme? Et les dynamiques du marché sont-elles modifiées lorsque les gens financent leur éducation par le biais du gouvernement plutôt que de la payer eux-mêmes? Puisque nous abordons cette question du point de vue d'un macroéconomiste qui cherche uniquement à créer des résultats optimaux pour l'économie dans son ensemble, nous pouvons simplifier cela en disant que les individus peuvent payer ce qu'ils veulent pour leur propre éducation si c'est une chose qu'ils valorisent. Il est acceptable de rechercher une éducation pour s'épanouir personnellement, même si c'est pour développer une compétence qui n'est pas très demandée. Cependant, dans l'ensemble de l'économie, la valeur subjective est importante. Les économies avancées qui ont su exploiter des populations hautement éduquées pour créer des technologies ajoutant de la valeur à l'économie mondiale tout entière sont évidemment très reconnaissantes envers ces petits groupes de personnes bénéficiant d'une éducation de premier plan. Le nombre de personnes hautement qualifiées de ce type est très limité. Non seulement parce que cela nécessite beaucoup de ressources pour acquérir une telle éducation, mais aussi parce qu'il est risqué de donner une éducation illimitée à une personne sans garantie qu'elle va créer de nouvelles technologies pour stimuler l'économie mondiale. Un autre aspect est que la demande pour ces personnes hautement qualifiées est également assez limitée. Bien sûr, les économies avancées sont arrivées là où elles sont aujourd'hui grâce aux avancées technologiques. Mais un pays composé uniquement de chercheurs et de scientifiques ne pourra pas fonctionner. Il a besoin de personnes ordinaires qui effectuent des tâches quotidiennes simples pour faire avancer les choses et garder un équilibre global. À terme, une unité supplémentaire ou une personne supplémentaire, car il est étrange de parler de personne en tant qu'unité, qui est un chercheur aura moins de valeur que quelqu'un capable de construire une maison, de cultiver des aliments ou même simplement d'exploiter la technologie développée par les personnes hautement éduquées.
L'exemple classique que les économistes donnent en utilisant la théorie subjective de la valeur est celui des diamants et de l'eau. Les diamants sont évidemment plus précieux que l'eau. Nous serions prêts à échanger beaucoup d'eau contre un petit diamant. Mais nous et nos économies avons besoin de beaucoup plus d'eau que de diamants. Et il en va de même pour les compétences. Quelques personnes ayant des compétences hautement spécialisées peuvent créer beaucoup de valeur dans une économie, mais nous avons quand même besoin de beaucoup plus de personnes ayant des emplois ordinaires. Voilà donc la théorie économique qui sous-entend la recherche de ce niveau optimal d'éducation au sein d'une population. Mais nos économies parviennent-elles à trouver le bon équilibre? En réalité, pas vraiment. D'un point de vue macroéconomique, il est évident pour tout le monde que la production optimale d'une économie devrait comporter plus d'eau que de diamants. Toutefois, au niveau individuel, la plupart des gens préféreraient probablement être des diamants. Dans la plupart des économies avancées, de plus en plus de personnes consacrent de plus en plus de temps à l'université afin d'acquérir les compétences les plus précieuses possibles en tant que travailleurs. Cependant, à mesure que cette tendance se poursuit, les économies se retrouvent à court de leur eau métaphorique. Même si les personnes sont plus qualifiées que jamais, les principales économiques mondiales sont confrontées à des pénuries de compétences, car personne ne se forme pour occuper les postes réellement demandés. Dans de nombreux pays, cela conduit à des résultats inhabituels, où les personnes titulaires de diplômes avancés gagnent moins que celles ayant des compétences professionnelles basiques. Toutes choses égales par ailleurs, cela ne devrait pas être le cas, car il est plus difficile de se qualifier pour un emploi exigeant un diplôme avancé. Par ailleurs, rappelons qu'il existe d'autres facteurs qui déterminent la valeur, notamment l'anticipation de la valeur future. Quelqu'un titulaire d'une maîtrise en économie pourrait gagner moins au cours de sa première année après l'université qu'une personne qui a quitté l'école secondaire pour devenir soudeur. Demandez-moi comment je le sais, mais on s'attend à ce que les économistes gagnent davantage. Il y a également le prestige et le confort. Un économiste passera la plupart de son temps sur une chaise ergonomique dans un bureau climatisé plutôt que de voyager vers des mines éloignées dans l'arrière-pays australien. Étant donné que les barrières à l'entrée de ces qualifications sont beaucoup plus faibles qu'à une époque où seule une petite partie de la population allait à l'université, et où une part bien moindre encore avait un diplôme d'études supérieures, de plus en plus de personnes les obtiennent, ce qui accroît l'offre et réduit la valeur. Pour l'instant, cette situation peut être équilibrée dans les économies avancées grâce à la migration qualifiée qui permet de combler les lacunes en compétences pour les emplois que les personnes nées dans les économies avancées ne veulent pas occuper. Cependant, la migration sans fin pose ses problèmes et à terme, les pays devront équilibrer cette situation par eux-mêmes, d'autant plus que le monde évolue, s'éloignant du commerce mondial. La tendance économique du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement hautement efficaces mais complexes commence à s'inverser. En fait, elle a atteint son apogée en 2008 et elle recule depuis lors. Les conséquences de la pandémie mondiale et les tensions générales entre les principales puissances économiques mondiales font que les entreprises commencent à relocaliser leurs chaînes d'approvisionnement sur leur propre territoire, ou du moins à les simplifier afin de réduire les risques de perturbations d'approvisionnement en cas de nouveaux confinements, de sanctions ou de restrictions commerciales. Nous avons déjà largement abordé cette tendance dans plusieurs vidéos sur la chaîne, donc je ne souhaite pas trop me répéter ici. Cependant, un aspect qui n'a pas encore été mentionné est l'impact potentiel de cette tendance sur les marchés du travail nationaux. Jusqu'à présent, les économies avancées ont probablement pu se permettre d'avoir un excès de travailleurs surqualifiés car de nombreux emplois peu qualifiés pouvaient simplement être délocalisés. Si la tendance se confirme et que la production manufacturière de base revient réellement dans les économies avancées, la demande de compétences professionnelles pratiques explosera. Dans le meilleur des cas, cela laissera de nombreuses personnes travailler dans des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées. Mais dans le pire des cas, cela aggravera davantage la pénurie de compétences et contribuera à perturber l'offre de biens et de services dans nos économies. La surqualification engendre également d'autres problèmes. À un moment donné, quelqu'un doit payer pour cela. Dans certains pays très égalitaires, l'éducation est financée par le gouvernement, mais le gouvernement est financé par le biais des impôts. Normalement, une population mieux éduquée peut occuper des emplois plus avancés qui ajoutent davantage de valeur à l'économie, ce qui permet de gagner plus d'argent et de payer davantage d'impôts. Toutefois, comme nous l'avons exploré dans cette vidéo, cela ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Si l'éducation est totalement gratuite au niveau individuel, il y a encore moins de freins à la surqualification, et les habitants d'une économie finiront collectivement par payer sur des résultats moins optimaux. La plupart des économies avancées proposent une éducation gratuite ou hautement subventionnée jusqu'au niveau de l'école secondaire, puis un système permet aux étudiants de financer leurs études supérieures grâce à des systèmes de prêts. Cela fait peser le fardeau financier plus spécifiquement sur les étudiants qui recherchent cette éducation, ce qui devrait théoriquement les inciter à évaluer plus attentivement les retombées économiques qu'ils obtiendront à chaque niveau d'éducation supplémentaire. Il est plus difficile de dire si les jeunes de 18 ans feront vraiment cela.
Mais cela a néanmoins un impact immédiat sur l'économie. Si les jeunes travailleurs consacrent leurs revenus au remboursement des dettes contractées pour obtenir une éducation qui sera sous-évaluée par l'économie, ils auront moins d'argent à dépenser pour les biens et services, ce qui réduira la demande. Du côté de l'offre, ils entreront également plus tard sur le marché du travail. Un diplôme universitaire de base qui dure 4 ans signifie que près de 10% de la vie professionnelle d'un travailleur sera consacrée à ne rien produire du tout. Encore une fois, si cela leur donne les connaissances nécessaires pour produire 2 fois plus de valeur chaque année de travail, c'est un investissement formidable à la fois pour l'étudiant et pour l'économie. Mais si cela n'augmente en rien leur productivité, cela a été un peu une perte de temps, encore une fois, d'un point de vue purement économique. Alors, si les économistes peuvent anticiper ce problème, peut-il être résolu? Bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir, et encore moins les économistes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de se résoudre en quelque sorte. La prise de conscience publique concernant les dettes étudiantes, devenue un véritable problème dans de nombreux pays, et les emplois qui ne nécessitent pas d'études supérieures mais qui sont bien rémunérés, font que les effectifs des universités, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe occidentale, diminuent réellement dans de nombreux cas. Elles se sont maintenues stables que par les étudiants venant de l'étranger, ce qui est extrêmement positif pour le pays hôte. Les évolutions des exigences du marché du travail se produisent tout le temps et provoquent toujours des frictions. Mais le problème se résout généralement de lui-même. L'économie est l'étude de la façon dont les individus interagissent avec des choses de valeur. Et sans entrer dans des considérations trop philosophiques, il y a très peu de choses que les gens apprécient plus que leur temps. Donc, même si nous sommes capables de générer des chiffres de production légèrement plus élevés en dictant aux personnes ce qu'ils doivent étudier, ce ne sera pas un résultat économique optimal si cela devait signifier que les gens passent toute leur vie à faire quelque chose qu'ils préféraient ne pas faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bye!